Voilà. Donc, pour terminer cette première journée, je voulais donner un petit éclairage sur les aspects fertilité, et notamment APK, et le rôle qu'elle peut avoir, au moins dans certains cas, par rapport aux questions de pérennité. J'ai préparé cette présentation avec Claire Giovanni, une collègue de INRAE sur Toulouse, qui travaille sur le phosphore sur le phosphore et sur prairie depuis très longtemps. Et puis avec Marie-Laure Decaux, qui travaille avec moi INRAE Lusignan. Alors, pour introduire cette présentation, je trouve intéressant de reprendre des chiffres du ministère de l'Agriculture sur l'évolution des pratiques de fertilisation NPK sur la prairie française depuis dans les 40 dernières années. Donc les graphiques, ils présentent en barre verticale l'évolution des surfaces en pourcentage, et puis les points et les lignes, c'est les doses de fertilisation sur les parcelles qui sont fertilisées. Donc en ce qui concerne l'azote, eh bien, on peut voir que dans la période de 82 à 98, les surfaces ont eu tendance à augmenter et à diminuer ensuite entre 2000 et 2017, alors que les doses d'azote apportées ont fortement diminué entre 82 et 98, probablement à cause de la problématique nitrate et de la mise en place des directives qui ont été du même nom, qui ont été faites à cette période, et puis se sont stabilisées ensuite. Concernant le phosphore, les surfaces fertilisées étaient relativement stables autour de 60% entre 82 et 98 et ont fortement diminué entre 2001 et 2017. Et de la même manière, les doses de phosphore qui ont été apportées ont fortement diminué sur chacune des deux périodes. Enfin, en ce qui concerne le potassium, les surfaces ont légèrement augmenté dans la première période, mais franchement et fortement diminué dans la seconde, et les doses qui diminuaient faiblement dans la première période ont fortement diminué dans la deuxième période. Donc au bilan, on peut noter une forte réduction des surfaces et des doses de P et de K apportées par fertilisation minérale entre 2001 et 2017. Alors on me dira, ça c'est des statistiques nationales, qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle locale? Donc j'ai repris un exemple plus local, issu de travaux de collègues de la Chambre d'agriculture de Lorraine, puis de la Chambre régionale du Grand Est, qui ont quantifié cette fois-ci l'évolution, non pas des doses de fertilisation, mais de l'indice de nutrition P et K entre la période 94-2001 d'une part et 2014-2016 d'autre part, sur un réseau de 50 à 100 parcelles. Donc je veux simplement commenter le deuxième des graphiques du bas, et le cas du potassium, pour remarquer que dans la première période, 94-2001, 25% des parcelles étaient jugées avec un niveau de nutrition en potassium insuffisant et 3% avec un niveau très insuffisant en rouge, et que dans la période de 2014-2016, on est passé à 44% de parcelles avec un niveau insuffisant et 15% de parcelles avec un niveau très insuffisant. Donc on est passé de 28 à 59% de parcelles qui sont insuffisamment fertilisées en potassium, si on cherche un rendement évidemment non limitant. Alors cette présentation, je l'ai organisée en trois points. Je commencerai par faire un rappel sur les outils disponibles, les indices de nutrition plante, les analyses de sol. J'irai très vite là-dessus parce que c'est des choses qui ont été largement publiées dans les années 80-90, mais je pense qu'il n'est quand même pas mauvais d'en faire un rappel aujourd'hui. Dans un deuxième temps, j'illustrerai l'utilisation de ces outils pour vous montrer l'évolution de la fertilité PK et de la production, des rotations prairie-culture du dispositif de Lusignan, du dispositif long terme ACBB de Lusignan. Et puis en troisième point,
J'utiliserai ces outils pour illustrer les réponses à P et l'interaction avec N en prairie permanente sur les dispositifs de longue durée des collègues de Toulouse. Alors, les outils disponibles, en premier lieu, les indices de nutrition dérivés des analyses qu'on peut faire sur les plantes. Donc je commence par l'azote. L'azote, c'est un élément qui suit le principe de dilution, c'est-à-dire qu'à alimentation en azote constante, la teneur en azote diminue au cours de la croissance parce que les plantes accumulent proportionnellement plus de tissus de soutien pauvres en azote que de tissus métaboliques riches en azote. Donc ça conduit à référencer la teneur en azote ou son évolution au cours de cycle de croissance par rapport à la biomasse qui est produite, ce qui a permis de dégager, d'identifier une courbe de référence qu'on appelait azote critique, qui est définie par la teneur minimum qui permet d'obtenir la biomasse maximale. Donc au-dessus de cette courbe critique, dont l'équation est donnée ici, mais je vous en fais grâce à l'oral, au-dessus de cette courbe critique, on est en situation de nutrition azotée non limitante. En dessous, on est en situation de nutrition azotée limitante, d'autant plus limitante qu'on descend par rapport à cette courbe critique. Pour ce qui est de P et de K, ces deux éléments qui suivent aussi le même principe de dilution que l'azote, et pour ne pas refaire des courbes de dilution pour chacun des éléments, P et K ont été référencés par rapport à la teneur en azote. Donc finalement, ces courbes critiques pour P et pour K sont des fonctions linéaires par rapport à la teneur en azote, donc représentées en bleu pour le P ici et en vert pour le K. Donc muni de ces courbes critiques, on peut caractériser toute situation de prairie sur laquelle on est en train de travailler par un indice de nutrition, N, P ou K, qui est défini comme le rapport entre la teneur en azote N, P ou K qu'on mesure sur cette prairie et la teneur en azote critique qu'aurait cette prairie s'il était bien alimentée en N, P ou K. C'est multiplié par 100, c'est exprimé en pourcentage. Et donc, quand on est au niveau de 100, ça veut dire qu'on a une nutrition N, P ou K non limitante. Quand on est au-dessus, on peut avoir des valeurs de 120, 130%, c'est une nutrition excédentaire. Quand on est en dessous, c'est satisfaisant si on n'est pas plus bas de 80%, parce qu'un apport de N, P ou K au-dessus de 80% n'a pratiquement pas d'effet sur le rendement. Par contre, c'est insuffisant entre 60 et 80% et très insuffisant en dessous de 60%. Pour ce qui concerne les outils basés sur les analyses de sol, c'est le Comifère qui a beaucoup développé ces outils pour en définir, en proposer une stratégie de fertilisation PIK qui repose sur un coefficient multiplicateur qui dépend d'une part du niveau d'exigence de la culture, qui dépend d'autre part du positionnement de la teneur en azote qu'on a mesuré dans le sol par rapport à deux seuils définis dans les tables du Comifère, le seuil impasse et le seuil renforcé, qui dépend du passé récent de fertilisation sur les 4 dernières années, et puis qui dépend de la restitution ou non des résidus du précédent cultural. Donc ce coefficient multiplicateur, il va multiplier le rendement prévisionnel et la teneur prévisionnelle de la récolte pour calculer un apport prévisionnel de P ou de K. Donc cette méthode, elle est préconisée par le Comifère dans le cas des prairies temporaires. Dans le cas des prairies permanentes, le Comifère renvoie sur les indices de nutrition NPK dont j'ai parlé précédemment. Alors, pour illustrer l'utilisation de ces outils, dans un premier temps sur le dispositif d'observation de Lusignan, donc, Guenola Pérez m'a déjà un peu facilité la tâche en commençant déjà à présenter le dispositif pour
pour ses résultats sur les vers de terre. Donc le dispositif de Lusignan, il comporte d'une part un sous-dispositif de prairies en fauche, dans lequel, vous l'avez compris, de l'exposé de Guénola, on a des prairies de 3 ans en rotation avec des cultures pendant 3 ans, des prairies de 6 ans. Et puis, on a nos deux traitements témoins, si je peux dire. D'un côté, l'extrême rotation de culture, maïs, blé, orge, présenté en jaune ici. Et puis, le témoin prairie permanente, prairie qui a été semée en 2005, et qui est maintenue en permanence ensuite. Et puis, on a un autre sous-dispositif qu'on appelle fauche-pâture, dans lequel les prairies sont fauchées ou pâturées, et qui nous permet donc d'évaluer le contraste entre ces deux modes d'exploitation sur la prairie permanente, fauchée ou pâturée, et les prairies de 6 ans en rotation, fauchées ou pâturées. Donc ce dispositif sur Lusignan, il a été mis en place en 2005, et là, dans le cadre de cette présentation, c'est important de préciser qu'en 2005, on avait le PEK dans le sol était largement excédentaire, parce qu'on avait eu un précédent de culture pendant de longues années, et donc on avait au départ, en 2005, un indice de nutrition PEK qui était de l'ordre de 120 à 130%, et du coup, on a pris le parti de ne faire aucun apport de PK entre 2005 et 2019. Donc si on regarde dans un premier temps comment a pu évoluer la production annuelle au cours des années, entre 2005 et maintenant, donc on retrouve, voilà, comme on l'avait sur les graphes de Françoise tout à l'heure, un effet climatique relativement important. Donc si par exemple on regarde le traitement prairie permanente qui est la courbe verte, eh bien on voit tout de suite voilà, ces effets climatiques qu'on peut mettre en parallèle avec l'évolution entre années de la pluviométrie annuelle. Donc nonobstant ces variations qui brouillent un peu le graphique, on peut quand même très clairement voir que se dégage une tendance assez évidente selon laquelle le rendement de cette prairie permanente, qui était un peu plus de 10 tonnes en 2005-2006, a chuté à pratiquement 5 tonnes en 2019. Alors on peut noter que le traitement séquence de culture, qui est représenté en bleu, la production annuelle, donc qui est biomasse plus grain, biomasse paille exportée plus grain, est restée relativement plus stable, mais bien qu'elle ait diminué un petit peu, et puis que la prairie en rotation 3 ans, qui est représentée en jaune, est un comportement un peu intermédiaire. Et puis le dernier point que je voulais souligner sur ce graphique, c'est qu'en fin 2019, on a décidé de faire une fertilisation de redressement, qu'on a appliquée ici, avec une réponse, si ce n'est complète, au moins une récupération manifeste et du rendement sur les prairies. Alors, comment évoluent les indices de nutrition PEK sur ces parcelles, sur ce dispositif, en commençant par les parcelles prairies de fauche? Donc, pour ce qui est de l'indice de nutrition P, on voit qu'on était parti relativement haut, comme je disais tout à l'heure, près de 120%, et puis on a diminué progressivement, mais dans tous les cas, on est resté au-dessus de 80%. Donc, dans tous les cas, la nutrition P n'a pas été limitante. Contrairement à ça, si on regarde l'indice de nutrition K, on voit une chose complètement différente, avec une dynamique qui dépend énormément des traitements qui ont été appliqués. Le cas le plus drastique étant notre prairie permanente, toujours en vert ici, pour laquelle l'indice de nutrition K est tombé en dessous de 40%, alors que sur les cultures, on est resté satisfaisant à 80-90%, et que les prairies en rotation s'échelonnent entre les deux extrêmes. Si on regarde les parcelles en pâturage, ou la comparaison fauche-pâturage, plus exactement, donc
les parcelles pâturées, c'est celles qui sont représentées en gris, donc je ne parle pas du P, parce qu'on a vu que c'était non limitant. Par contre, en potassium, mais on voit que l'indice de nutrition en potassium est resté très satisfaisant sur les parcelles pâturées, alors qu'il s'était fortement écoulé sur les parcelles fauchées. Donc finalement, on voit des grandes différences de dynamique de la fertilité PK suivant les traitements. Et donc, bon, très logiquement, on est très tenté de faire un lien entre cette dynamique des indices de nutrition et les quantités de P et de K qu'on a exportées sur les parcelles dans les différents traitements. Donc c'est effectivement ce qu'on peut constater. Ici, sur ce graphique, donc, on représente l'indice de nutrition K, donc on oublie le P puisqu'on a vu qu'il n'était pas limitant, donc on se focalise sur le K. L'indice de nutrition K qui a été mesuré en 2018, donc disons à la fin de la période d'observation, qu'on met en relation avec le bilan cumulé de potassium, le bilan annuel cumulé, hein, c'est-à-dire plus précisément la différence entre les apports, qui dans notre cas étaient nuls, et les exports, donc les quantités de potassium exportées sur les prairies fauche par fauche, hein, au cours de l'année, sur les cultures qui étaient exportées dans les pailles exportées et les grains. Et puis dans le cas particulier du pâturage, on a mesuré les quantités d'herbes ingérées, leur teneur en potassium, et on a estimé la quantité restituée par les vaches laitières au pâturage pour avoir ce bilan. Donc on est en bilan négatif, hein, et comme je l'ai dit, on n'a pas d'apport, donc ce bilan il ne peut être que négatif, et il varie énormément entre les différents traitements. Donc les parcelles qui exportent le moins, et donc dont l'indice de nutrition K diminue le moins, ne diminue pas, c'est les parcelles qui sont pâturées. En second lieu, et là on est un peu plus surpris, apparaissent les cultures, hein, donc qui ont une exportation relativement limitée par rapport au traitement prairie. Donc ce qui correspond bien sûr au fait que les pailles et les grains ont des teneurs en potassium relativement faibles. On trouve ensuite le traitement de prairies 6 ans avec faible fertilisation en azote, donc qui est relativement peu poussé du fait de l'alimentation azote et donc relativement peu exporté de potassium. Et puis on retrouve ensuite nos prairies, la prairie permanente en vert, ici, celle qui exporte le plus et dont l'indice de nutrition K chute le plus rapidement. Alors, sur le dispositif des collègues de Toulouse maintenant, donc, qui ont étudié la réponse au phosphore et l'interaction avec l'azote en prairie permanente. Donc leur dispositif, il était en régime de fauche. Il comportait 2 niveaux de fertilisation en azote, 0 et 100 plus 160 ou 240 selon les années, pour le niveau N1. 2 niveaux de fertilisation en P, 0, 50 unités, et puis donc les 2 niveaux d'azote et de P étaient croisés pour faire 4 traitements. Ces traitements ont été appliqués sur 2 sites, le site de RC en Ariège, hein, de 99 à 2018, le site de RC étant sur sol argilo-limoneux et ayant une teneur en phosphore éolcène initial en 99 qui était relativement moyenne, 15 mg de PE par kilogramme de sol. Et puis le deuxième site, c'est Gramont, qui est situé en Aveyron, qui a été suivi de 98 à 2014 sur sol limono-sableux, avec une teneur initiale en éolcène nettement plus élevée, 100 mg de PE par kilo de sol. Alors en termes de résultats, je prends la même logique, l'évolution
de la production annuelle de fourrage au cours des années, donc avec toujours ces irrégularités climatiques. Et donc, du coup, pour nous faciliter l'analyse la visualisation des résultats, les collègues de Toulouse ont calculé le rapport du rendement P0 sans apport de phosphore par rapport au traitement P1. Donc sur le dispositif de RC, on voit que ce rapport P0 sur P1 diminue très clairement au cours des années, ce qui veut dire que le traitement P0 s'écarte du P1 vers le bas, diminue plus vite que le P1, ce qui traduit, ce qu'on peut supposer traduire un épuisement progressif des ressources en P du sol. Et puis on peut noter que la diminution de rendement relatif est d'autant plus marquée que l'azote est plus élevé, donc un traitement NA. Dans le cas du dispositif de Grammont, le rapport rendement P0 sur P1 est resté très stable au niveau de 1, pratiquement, ce qui veut dire que sur ce dispositif, il n'y a pratiquement pas de réponse à l'apport de phosphore. Donc les indices de nutrition P, ici, on a représenté les situations à apport de phosphore, donc les P1 sont représentés en rouge. Les situations sans apport de phosphore sont en bleu. On a l'indice de sang là, qui est en pointillé. Donc on voit tout de suite que les traitements P1 étaient non limitants, voire plutôt excédentaires en P, alors que les traitements sans apport de P sont devenus progressivement avec un indice de nutrition insuffisant, d'autant plus, de manière d'autant plus forte qu'on avait cet apport d'azote. Donc ce qui est tout à fait cohérent avec ce qu'on voyait sur les rendements précédemment. Pour le dispositif de Grammont, les indices de nutrition sont pratiquement tous au-dessus de 100%, donc ça confirme qu'on était en nutrition plutôt excédentaire et que de ce fait, on n'avait pas de réponse en termes de rendement. Je passe le dispositif diapo. Alors, pour rassembler, pour faire le lien entre l'évolution des concentrations en P et K dans le sol et les indices de nutrition P et K, on a rassemblé l'ensemble des données des trois dispositifs. Et donc, on a pu, pour le phosphore qui est représenté sur le graphique de gauche, représenter l'indice de nutrition P en fonction de la teneur en P Olsen, en milligrammes de P2 ou 5 par kilo de sol, ce qui donne cette relation globale qui semble assez intéressante et qui permet d'identifier notamment qu'on commence à perdre l'indice, excusez-moi, permet d'identifier qu'on passe en dessous d'un indice 100% pour une concentration dans le sol en P Olsen de 60 mg de P2O5 par kilo de sol. Alors j'ai reporté sur ce graphique en bleu les deux seuils renforcés et impasse de la méthode du comifère, donc, ce qui permet de voir que le seuil de réponse qu'on détecte à partir de l'approche de l'indice de nutrition plante est très cohérent avec les seuils qui sont donnés dans la méthode comifère. Alors de la même manière pour le potassium, on a pu représenter l'indice de nutrition K par rapport au K échangeable dans le sol. Alors là, on n'a plus que le dispositif de Lusignan qui explorait le potassium, mais sur Lusignan, on avait une bonne gamme de variations. Donc on peut de la même manière identifier un seuil, un point à partir duquel
on commence à décrocher un indice de nutrition K, et puis mettre en parallèle les seuils du conifère. Donc j'ai reporté ici en bleu, c'est les seuils pour les plantes, les cultures dites à exigence moyenne sur notre sol, et puis en marron les cultures dites à exigence forte sur notre type de sol. Donc voilà ce qui semble montrer que les prairies, voilà, il faut plutôt se baser sur un niveau d'exigence élevé pour les prairies relativement au potassium. Alors en conclusion, je reprends un peu les principaux points qui me semblent importants. Première chose, depuis une vingtaine d'années, on observe une nette tendance de réduction de la fertilisation PK. Dans ce contexte, les disponibilités en P ou en K, et éventuellement, sont susceptibles d'affecter le maintien de la productivité. On l'a illustré un certain nombre de fois. Et puis j'ajoute aussi le pourcentage de légumineuses. Je n'ai pas eu trop le temps de développer cet aspect, mais c'est aussi important à prendre en compte sur les prairies. On dispose d'outils opérationnels pour diagnostiquer les situations en PK, soit les indices végétation, soit les teneurs du sol. Les indices végétation sont plutôt adaptés à un diagnostic a posteriori. On voit ce qui se passe une fois que c'est fait. Par contre, l'analyse de sol via la méthode conifère est plutôt adaptée à un pronostic, c'est-à-dire je prévois, j'établis une dose de fertilisation prévisionnelle. Par contre, les indices végétation sont utilisables aussi bien sur prairie temporaire que sur prairie permanente. J'aime même dire qu'ils ont été établis en premier lieu sur prairie temporaire d'ailleurs, alors que l'analyse de sol est plutôt un pronostic sur prairie temporaire et renvoie aux indices de végétation pour les prairies permanentes. Et quand je dis les analyses de sol sur prairie temporaire, je dirais c'est surtout en zone de polyculture, parce qu'il y a aussi dans nos campagnes pas mal de zones de prairies temporaires en zone d'élevage dominant, de lequel on n'a pas forcément les références dont on aurait besoin pour appliquer la méthode conifère. Bon, on a pu illustrer à partir des résultats de ces deux dispositifs que bien sûr l'état initial des réserves, la nature des sols affectent fortement la dynamique PK à l'impact sur la productivité, mais aussi, et c'est peut-être le point que je trouve le plus original, c'est l'importance du mode de gestion, donc la fertilisation NPK bien sûr, mais aussi le mode d'exploitation dans cette dynamique PK qui produit des dynamiques extrêmement contrastées selon le mode d'exploitation et le mode de gestion. Bon, juste une limite qu'il faut peut-être garder en tête de ces outils, c'est de savoir si ils sont valables, parce que ces outils ont essentiellement été établis sur graminées, savoir dans quelle mesure ils sont valables sur légumineuses ou pas. Je dirais qu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'indication disant que ce n'est pas le cas, mais c'est vrai qu'on manque quand même de confirmation et de validation sur ces légumineuses. Merci de votre attention. Merci François pour cet exposé sur le phosphore et la potasse, qui pour moi sont souvent des facteurs qu'on laisse un peu de côté et qui peuvent expliquer pas mal de choses. Une question ici. Oui, merci François de l'exposé. Ça m'a aussi rappelé des choses assez anciennes, puisque ces concepts ont été créés, comme tu l'as dit, dans les années 70 ou 80. Mais c'est vrai aussi qu'à l'époque, et pour faire le lien avec l'exposé de Patrice Pierre, où on était dans une optique de productivité maximum,
Et je pense que par rapport au diagnostic, ce que disait Patrice, c'est qu'il faut voir aussi les attentes de l'éleveur et finalement l'indice de 100 n'est pas forcément dans toutes les situations celui qu'il faut rechercher. Alors ma question, en fait, on parle... alors je sais que sur le phosphore, par exemple, les ressources actuelles de phosphore à l'échelle mondiale montrent que d'ici 2030-2040, ces ressources vont commencer à baisser, donc il faudra faire en agriculture avec moins de phosphore. Ce que tu montres qui est intéressant, c'est sur le potassium aussi, la potasse. Et là, je n'ai pas du tout d'informations, je ne sais pas si tu en as. Est-ce qu'on risque de manquer de potasse? Et donc, est-ce que nos prairies, de toute façon, il faudra faire avec des déficits de potasse? Ou est-ce qu'on n'est pas du tout dans le même cas que le phosphore? Bon, déjà, je voulais rebondir sur la première partie de ton intervention, parce que, effectivement, moi, j'ai aucun a priori sur le niveau d'indice de nutrition qu'il faut viser. Hein. Simplement, on a des références, et après, c'est à l'éleveur, au conseiller, à déterminer quelle est la cible qu'on vise. Hein. Donc, ces outils, notamment les indices de végétation, ils sont là pour s'assurer qu'on maintient ou qu'on dérive par rapport à ces objectifs, sans aucun a priori. Simplement, les appellations que j'ai reprises ici, c'est effectivement celles qui avaient été données dans les années 80, d'où le terme suffisant. Pour les ressources en potassium, je ne suis pas trop capable de répondre. Il faudrait qu'on pose la question à Sylvain Pellerin, par exemple, voilà, ou peut-être d'autres gens dans la salle sont capables de répondre. En tout cas, pas moi. Quelqu'un a des connaissances sur les mines de potasse? A priori, sur Internet, les 3 grands producteurs sont Biélorussie, oui, Russie et mais je voulais dire, c'est ça le problème. Il y a des ressources, mais il faut aller les chercher. À l'est. Oui. Canada. Le Canada a des stocks énormes. Aussi. Oui. D'accord. Oui. Mais les prix montent. Oui, une question. Oui, alors François, là j'ai bien vu donc dans le dispositif que tu nous as présenté, donc il y a un arrêt d'apport de phosphore et de potasse, et on voit derrière le corollaire avec une chute de la productivité, une chute des indices de nutrition, et plus fort pour le K ailleurs que pour le P. Ce que je voulais savoir, c'est en termes de flore, est-ce que tu as vu également des choses au niveau de la modification de la flore, une évolution de la flore liée justement à cet arrêt d'apport de phosphore et de potasse? En termes de flore, bon, d'une part, on est sur des prairies temporaires simples, à flore simple, hein, donc on a 3 espèces de graminées, et puis après s'ajoutent petit à petit différentes adventices. Mais en réalité, j'ai pas de contrôle, on n'avait pas de contrôle bien fertilisé en PK ou plus mal fertilisé. Donc, non. Alors, ce qu'on appelle prairie permanente dans ce dispositif, c'est la prairie qui a été semée en 2005 et qu'on garde permanente depuis. Hein. Donc, on n'est pas en prairie semi-naturelle comme Sylvain a pu l'évoquer ou Pascal a pu l'évoquer. Donc, finalement, je ne peux pas répondre à ta question parce qu'on n'a pas de témoin de comparaison. Grégory Véricel, Arvalis. Moi, je voulais savoir si vous aviez mis en relation l'indice de rendement avec l'indice de nutrition. Alors, c'est peut-être la diapo qui est passée rapidement, mais finalement, dans les seuils un peu, état souhaitable ou état limitant, j'ai l'impression que c'était un seuil à 120, 80, 60. C'était sans doute un peu arbitraire, mais finalement, il y aurait peut-être moyen de mettre en relation une chute de productivité avec une valeur d'indice. Oui, mais la chute de productivité, elle est établie par définition, enfin, elle se traduit par définition dans les indices, puisque les indices, c'est par définition le niveau de nutrition, NPK, à partir duquel on va chuter en production.
Donc on peut refaire la vérification si on veut, mais je ne l'ai pas refait ici, puisque c'est dans la définition de la notion d'indice de nutrition. Le sens de la question, finalement, c'est est-ce que si j'ai un indice de 90, par exemple, ça veut dire que je perds 10% de rendement, ou est-ce que la relation, elle est directe ? Linéaire. Alors, pour l'azote, elle est pas tout à fait linéaire, mais pas loin quand même. Pour le PK, dans mon esprit, c'est moins clair. Il faudrait demander aux gens qui sont plus spécialistes de P et de K. Si je reviens juste à l'azote, la relation étant presque linéaire. Néanmoins, on prend en compte que quand on est déjà à un indice de 80%, on ne va pas gagner grand-chose en termes de rendement. Par contre, on va prendre un risque sur le lessivage d'azote, on va prendre un risque important, quoi, hein. Donc l'enjeu, on ne vaut pas du tout la chandelle. Ici, Sylvie. Alors, vos questions, elles me remontent 30 ans en arrière, quand j'ai fait ma thèse. Donc c'est pas tout jeune. Alors, il n'y a pas de mesure d'évolution des prairies. Ce sont des prairies permanentes qui sont caractérisées d'un point de vue botanique et sur lesquelles on calcule un indice de nutrition. Donc par rapport à ta question, Didier, il y a clairement un impact sur les légumineuses, c'est-à-dire quand on a peu de légumineuses, on a des indices IK faibles, et quand on a des indices PK faibles, mais surtout P, on perd sur les bonnes graminées. Voilà. Et ça, c'est en situation fauche ou pâturage. Et pour la réponse à la deuxième question, en fait, ça dépend vraiment de la situation de nutrition azotée par rapport à l'effet sur IP et IK. C'est-à-dire qu'à partir du moment où N est déficitaire au départ, le gain en emmenant du P et du K, il est très faible, mais il peut varier. Hein, mais ça peut être du simple au double. À partir du moment où on corrige le niveau azoté. Puisqu'il y avait un dispositif expérimental qu'on avait traité qui était, on augmentait les quantités d'azote et parallèlement PIK. Et pour compléter la réponse, bon, j'aurais dû le dire spontanément, mais par contre, autant sur l'usinage, j'ai pas de réponse, autant sur le dispositif de RC Gramont, les collègues de Toulouse en prairie permanente, eux, ils ont la réponse. Je ne la connais pas, mais ils sont en train de la publier, quoi. Donc, on verra dans les... André, ici, le mot de la fin. La dernière question de la journée, là, au milieu. Oui. Un commentaire un peu général sur l'évolution des prairies. A priori, vu l'évolution des prix de l'azote, on devrait aller vers des prairies d'association multi-espèces, mais automatiquement avec légumineuses. Et aussi de plus en plus pâturées, pour économiser l'énergie, pour plein de raisons. Donc la prairie de demain, c'est une prairie d'association multiples et pâturée. C'est ça la dominante, et de plus en plus pérenne. Voilà, l'enjeu, il est là, de la rendre de plus pérenne. Comment maintenir effectivement des légumineuses dans des prairies pérennes, quel équilibre, etc. Et donc là, vous disiez, là, pour les légumineuses, on ne sait pas trop si les indices de nutrition sont les mêmes. On sait que les légumineuses sont souvent plus en difficulté lorsqu'elles sont en association avec les graminées. Oui. Voilà. Et question complémentaire, on n'a pas parlé du tout de calcium, on n'a pas parlé du tout de matière organique, qui pour les prairies pâturées sont un élément de vie du sol, de dynamique, de capacité de récupération importante, parce que c'est une texture différente. Oui, tout à fait. Ce qui est bien établi dans la littérature, c'est que les légumineuses sont moins compétitives pour le P du sol que les graminées. Donc, quand elles sont en association, elles sont désavantagées de ce point de vue-là. Par contre, les indices, eux, qui sont établis à partir des teneurs,
c'est là que je dis on ne sait pas trop s'il peut y avoir des teneurs différentes. Moindre ou meilleure compétition, ça ne veut pas dire forcément teneur optimale différente. Et puis, deuxième chose sur la prairie idéale de demain, c'est la prairie pâturée. Oui, mais enfin, il y a quand même pas mal de situations en France dans lesquelles on ne peut pas faire que du pâturage. On est bien obligé de faire des récoltes de temps en temps. Et donc, il y a bien toute la question de gérer la fertilité entre ces deux types de prairies à l'intérieur d'une exploitation.